Salut Camille, comment tu vas? Salut, ça va super. Je suis très heureux de te recevoir dans le podcast. On est dans une série particulière puisque on est dans une série en collaboration avec Plug and Start et la Technopole de l'Aube, qui est un événement, un très bel événement sur lequel on va parler justement dans cet épisode. Tu es la fondatrice d'Absoluté, qui est, tu le présentes comme le meilleur thé pour vous et pour la planète. On aura l'occasion d'en parler. Et forcément, on va parler de Plug and Start pour démarrer l'épisode. Plug and Start, c'est un événement auquel tu as participé en 2019. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as participé à Plug and Start? Alors à ce moment-là, je finissais l'incubation dans un premier incubateur en région parisienne. Et j'étais en train de transformer Absoluté pour passer d'une petite échelle, vraiment l'échelle expérimentale, à la suite, la vraie entreprise, et notamment rechercher des locaux en région pour pouvoir accueillir la fabrication de nos thés en poudre. Et j'avais très envie d'être accompagnée sur cette nouvelle étape par un incubateur. Donc je recherchais un peu ce qu'il y avait pas trop loin de Paris non plus. Et c'est comme ça qu'on m'a conseillé la Technopole de l'Aube. Et en particulier, ça tombait au moment où on pouvait s'inscrire pour Plug and Start. Donc c'était l'occasion idéale d'aller rencontrer un peu cet incubateur. Un timing parfait. Exactement, ça arrive parfois. C'est rare, mais ça arrive. Exactement. Est-ce que tu peux me décrire Plug and Start? Parce que c'est vrai qu'on en parle là depuis quelques secondes, mais est-ce que tu peux me décrire un peu l'événement? Alors, Plug and Start, c'est 2 jours et demi environ de travail entre entrepreneurs dans la bonne humeur. C'est vraiment très détendu, au-delà de l'aspect sérieux de l'événement. C'est convivial et l'idée, c'est de progresser en un temps très court sur énormément d'aspects de son projet en étant au contact d'autres entrepreneurs. Mais également de grands comptes, d'experts dans différents domaines, et puis de tout l'écosystème local, par exemple pour la partie financement, qui gravite autour de la Technopole de l'Aube. Ouais, c'est une vraie dynamique collective qui va c'est faire ça. que ça va permettre de booster le lancement de projets, quoi. Voilà, c'est ça. Et dans la joie et la bonne humeur, à 3, on nous emmène dans plein d'endroits très, très sympathiques pour découvrir aussi la ville. Moi, je connaissais pas du tout à ce moment-là. Hein. Ça faisait 10 ans que je vivais en région parisienne, et donc ça permettait de rencontrer les gens, les lieux, tous les acteurs aussi utiles autour de Troyes. Qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et humainement, cet événement? Alors, sur le plan professionnel, ça a permis de questionner pas mal d'aspects du projet, de rencontrer, par exemple, moi je me souviens qu'on a eu des échanges très intéressants sur la partie expérience utilisateur, avec des gens dont c'était le métier, rencontrer aussi des grands comptes. Donc, ça fait pas mal c'est un concentré d'échanges en fait, sur un temps assez court, donc ça permet de réfléchir, de se reposer pas mal de questions, de réfléchir à plein de choses. Il y a un entraînement au pitch qui était excellent aussi et qui m'a fait bien progresser là-dessus. Et sur le plan humain, c'est vraiment un moment qui relance, qui porte, parce que ça se passe vraiment de manière joyeuse et conviviale, on rigole beaucoup. Et ça, c'est chouette parce que dans la vie d'entrepreneur, c'est des moments qui sont très appréciés. Voilà, ce côté collectif où personne ne se connaît quasiment quand on arrive. Et puis au bout de 2 jours et demi, on a partagé tellement de choses que voilà, c'est vraiment une bonne ambiance. Ok. Et est-ce que tu peux me raconter un peu le moment fort de ton Plug and Start en 2019? Alors, je voudrais pas trop spoiler, mais... Spoil. Moi, j'ai énormément adoré les moments on va dire, de pyramide humaine. C'était très sympa, petite gymnastique matinale. Et bon, évidemment aussi, le concours de pitch, ça, c'était un moment d'émotion parce que c'est le stress, et puis après on a le bonheur de pitcher son projet devant toute une assemblée très attentive, donc voilà. Oui, c'est un peu la première fois que tu parles de ton projet à une audience en fait. Alors c'était pas la première une des fois, premières, mais oui, une des premières, et puis là les gens étaient vraiment très très concentrés. C'est rare d'avoir un public qui est aussi attentif et bienveillant.
Ok, super. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cet événement? C'était il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Tout ce que je t'ai raconté, et puis pour moi c'était aussi le point de départ finalement donc de ce déménagement, de cette sortie de la région parisienne. Et c'est aussi ce qui m'a fait choisir comme lieu d'accompagnement et comme incubateur la Technopole. Et puis ce qui m'a amené aussi par la suite donc, à m'implanter en Haute-Marne. La prochaine édition de Plug and Start arrive très prochainement. Et d'ailleurs, les candidatures s'arrêtent le 20 mai prochain. Est-ce que tu conseilles Plug and Start à des porteurs de projets qui veulent se lancer et pourquoi? Ah oui, absolument. De toute façon, il faut saisir ces opportunités à toute étape d'un projet parce que se réinterroger, c'est toujours une excellente chose. Là, ça se passe vraiment dans des conditions idéales et conviviales. Donc, raison de plus parce qu'on va lier l'utile à l'agréable. Et puis encore une fois, ça permet de rencontrer vraiment énormément d'acteurs du Grand Est qui, voilà, même si c'est pas sur le coup qu'on va faire une levée de fonds, même si c'est pas sur le moment, eh bien, on a déjà rencontré toutes ces personnes physiquement, en face à face. On a eu le temps d'échanger 5 minutes, vraiment 5-10 minutes, de les avoir recroisés au déjeuner si on en avait envie. C'est un rapport humain qui est privilégié et qu'on n'a pas en région parisienne. Puis ça permet vraiment de faire challenger son projet. Et ça, c'est hyper important dans les premiers temps forts de son aventure. C'est quelque chose d'essentiel, en fait. Oui, et d'écouter un peu les retours qu'on peut avoir. Nous, à l'époque, le packaging était complètement différent et j'avais un peu du mal à lâcher sur ça. Bon, ça a fait partie de ces temps forts qui m'ont fait prendre le pas sur un peu l'inertie que j'avais à changer le packaging. Ouais, donc on le rappelle, on a jusqu'au 20 mai pour candidater à la prochaine édition et pour faire des pyramides humaines et des pitchs. En résumé. Voilà, et booster son projet. Donc il y aura tous les liens dans la description de l'épisode et de la vidéo. Et donc on va pouvoir passer à ton parcours. La première question que je pose par rapport au parcours, c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre en fait? Est-ce que tu peux me parler un peu de tes études, de tes passions à ce moment-là, de tes intérêts, tu vois? Qu'est-ce qui t'a mené en fait vers Absoluté? Je pense que c'est une succession de zigzags parce que moi j'ai vraiment pas fait des études en ligne droite. Je suis partie en école d'ingénieur pour me rendre compte que ça ne me plaisait pas. J'ai fait un virage à 180 degrés, je suis partie en prépa lettres. Et puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'urbanisme. Ce qui me plaisait sur l'aménagement du territoire, c'était le développement durable en fait, concevoir des espaces urbains qui permettent de bien vivre tout en préservant les espaces ruraux, etc. Et puis au final, ces études étaient très intéressantes, mais je n'ai pas fait carrière dans cette voie. Ça m'a par contre permis de vraiment rencontrer le mouvement zéro déchet très tôt. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait partie du paysage, on est tous habitués, mais ça remonte à il y a 10 ans quasiment. Et donc, de m'intéresser de près à cette manière différente de consommer. Et c'est ça qui a amené l'idée d'Absoluté au final, le côté zéro déchet dans le mode de vie. Puisque sur le thé, j'avais cette frustration en fait à chaque fois que je préparais une tasse de thé, de commencer par jeter le thé, c'est-à-dire jeter une plante comestible. La plante en premier lieu parce que c'est du gaspillage alimentaire, c'est juste qu'on a l'habitude que ça se passe comme ça, donc on n'y réfléchit pas. Mais on jette une plante comestible, évidemment on jette un sachet, une ficelle, un sursachet, etc. Finalement plus de poids d'emballage que de produit à proprement parler. Et tout ça parce que c'est une habitude et qu'on n'a jamais réfléchi à faire autrement. Ok, et voilà. Donc là tu te rends compte effectivement qu'il y a de vraies problématiques autour du thé. Oui, qu'il y a quelque chose à faire et à imaginer. Mais comment tu passes à l'action justement? Et comment je passe à l'action? Alors, je travaillais à ce moment-là dans une start-up et mon contrat se terminait. Et j'ai décidé de reprendre des études en responsabilité sociétale des entreprises. Puisque l'aspect développement durable, je ne pouvais pas finalement, je m'étais éloignée de l'urbanisme, donc j'avais quand même envie de me saisir de ce sujet d'une autre manière. Et donc cette voie des entreprises, c'était une manière de le faire.
Donc c'est sur cette année d'études en alternance en fait qu'est né Absoluté, d'abord comme projet étudiant. Et puis à la fin de cette année, j'avais vraiment envie qu'il devienne autre chose, j'avais envie de le concrétiser. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça finalement de fil en aiguille sans... j'ai envie de dire 1 an de préméditation de manière étudiante. mais après, il fallait y aller. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que tu peux me parler du coup du concept d'Absoluté ? Oui. Donc, Absoluté, ce sont des thés et des tisanes biologiques qui sont finement moulus. En fait, notre thé est sous forme de poudre fine, ce qui va permettre d'être soluble dans l'eau. Donc le mode d'emploi est assez différent d'un thé classique, mais il est beaucoup plus simple. Il suffit de prendre une cuillère doseuse de poudre qui se trouve dans la boîte. Je peux montrer peut-être ? Bien sûr. Ouais. Alors en fait, dans chaque boîte, on va retrouver donc la petite cuillère doseuse. Alors, hop, je mets un peu du micro. Voilà. L'idée, c'est qu'avec une cuillère, on va pouvoir faire une tasse de thé. Donc on met d'abord la poudre, puis l'eau chaude. Ou l'eau froide. Ou l'eau froide, exactement. Puisque ça peut également fonctionner en thé glacé directement à l'eau froide. La poudre fine va permettre de libérer beaucoup plus efficacement le goût et les bienfaits des plantes par rapport à des feuilles ou des fleurs entières. Ce qui fait qu'on a un thé qui est prêt en quelques instants, sans durée d'infusion, dont le goût va rester stable dans le temps, sans l'amertume typique de « Oups, j'ai oublié mon sachet 5 minutes de trop dans l'eau ». Et on va être sur un mode de consommation 0 déchet, 0 gaspillage, puisqu'on boit littéralement la plante et qu'on va utiliser 6 fois moins de plantes par tasse qu'un thé classique. Ok, c'est impressionnant. Hein. Voilà, ouais, Okay. C'est très très efficace. Et en termes de goût, qu'est-ce qu'on retrouve comme goût du coup dans ce thé ? Alors, nous, on travaille vraiment sur des plantes d'excellence. On a une grande sélection avant de pouvoir choisir le végétal qui nous plaît. Pour une simple raison, c'est qu'on travaille sans arôme. Donc il faut vraiment que ce soit le végétal qui ait toutes les saveurs que l'on veut retrouver. Et pour chaque plante, on réadapte notre procédé de mouture pour bien l'adapter et ne perdre aucun arôme naturel. Et ensuite, en termes de saveurs, on essaye justement d'avoir une gamme de plus en plus large pour s'adapter à tous les goûts. Donc par exemple, on va avoir des classiques comme le thé vert au jasmin, un thé noir à la bergamote, mais aussi des parfums plus originaux comme l'infusion de rose que je t'ai fait goûter tout à l'heure. Et puis le maté aux agrumes, par exemple, qui plaît beaucoup. On a à la fois des thés et à la fois des infusions, donc sans théine. Encore une fois, pour pouvoir répondre aux besoins de tous, s'adapter à tous les âges aussi, parce que les enfants apprécient beaucoup nos tisanes, comme elles n'ont pas d'amertume. Et voilà. Et pour arriver justement à ce produit final, comment t'es passée justement de l'idée à ce produit final Ça a été le vrai challenge. Experte du thé. Oui, ça a été notre grand challenge de développer ce savoir-faire parce qu'il y a un besoin en machine, en fait, tout simplement. Moudre de manière aussi fine, ça ne s'improvise pas. Et donc, on a dû tester énormément d'appareils différents pour acquérir les nôtres qui sont vraiment adaptés à ce que l'on souhaite faire. Même pour l'étape expérimentale, trouver un lieu qui pouvait avoir un appareil qui pouvait nous permettre de nous lancer et de tester le concept. C'était vraiment le challenge et je me souviens de pas mal de moments où j'ai échangé avec d'autres entrepreneurs qui étaient sur des projets plutôt d'ordre serviciel, qui n'avaient pas du tout ces problématiques industrielles que je pouvais avoir. Et donc oui, ça a été vraiment le gros travail qu'on a fourni et c'est un travail qu'on continue de fournir parce qu'en fait, à chaque nouvelle plante, on va devoir refaire cette R&D pour bien paramétrer nos appareils en sachant qu'en fait, nous, on va procéder en 2 temps, c'est-à-dire d'abord, on moud très finement la plante. Et ensuite, on va également tamiser pour garantir l'absence de particules trop épaisses dans la tasse. Ok, super intéressant. Voilà. Puis il y a un vrai sujet industriel derrière. Il y a un vrai savoir-faire et on en est très fiers. Super. Et tout ça en France ? Tout ça en France, oui, bien sûr. On est basé en Haute-Marne, à Nogent plus précisément. Donc, si vous connaissez peut-être les couteaux Nogent, c'est là-bas que nous situons. Génial. Ok. Est-ce que tu peux me résumer un peu les grandes étapes ? Absoluté, ça a été créé en octobre 2017 pour recontextualiser l'entreprise. Est-ce que tu peux me résumer justement les grandes étapes depuis 2017 ?
Alors, les grandes étapes, ça a été la création de la micro-entreprise en août 2018. Parce qu'avant, c'était encore la phase de préparation, sortie du projet étudiant, préparation, préparation du projet vraiment entrepreneurial. Donc, micro-entreprise en 2018, donc, ce qui signifie qu'à ce moment-là, je suis toute seule. Je commence donc dans des locaux partagés. Ensuite, la grande étape, il y a eu Plug and Start qui marquait un peu cette transition. Très peu de temps après, je rencontrais également mon associé actuel, puisque désormais, depuis fin 2019, on est deux, avec David. L'étape suivante, je dirais que c'est 2021. Alors, parce qu'entre les deux, il y a quand même eu le Covid, qui nous a malheureusement... On va en parler. D'accord, pas mal freiné. Donc, 2021, en fait, le 7 janvier, on pose nos cartons en Haute-Marne dans notre atelier. La majeure partie de nos affaires sont déjà arrivées, mais donc on monte tout, quoi, les racks de stockage. On utilise un carton pour faire bureau pendant quelques semaines. Voilà, ça c'était le dernier grand temps fort. Et puis depuis, on se perfectionne. Et puis j'espère, on a gagné quelques beaux concours l'été dernier. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours des bons moments, ça relance, ça permet à nouveau de rencontrer d'autres entrepreneurs. Puis d'avoir encore plus de légitimité aussi autour du produit. C'est certain. On va dans la bonne direction. Oui, ça fonctionne un peu comme des labels, même si ça n'en est pas. Mais finalement, gagner des concours, c'est effectivement très valorisant aux yeux de nos partenaires professionnels notamment. Ok. Je vais te poser une question que j'ai rajoutée en 2020. Qui du coup est relié à ce que tu m'as dit il y a quelques secondes. Quel a été justement l'impact de la pandémie sur ton business ? Alors nous, ça a été beaucoup de retard et sur une partie notamment, puisque au moment du Covid, c'était le moment où on était en train de chercher notre microniseur. Alors c'est le terme technique pour désigner la machine qui moue les plantes très finement. Donc on avait pas mal d'essais comme ça prévus un peu en France et dans les pays frontaliers. Et donc tout s'arrête, impossible d'effectuer ces tests. Le temps ensuite que ces entreprises reprennent le fil de tous les autres essais. Pour certaines, il y avait des prêts de machines qui n'étaient pas encore revenus, etc. Donc nous, en fait, ça nous a apporté finalement... je dirais 8 à 10 mois de retard sur la partie industrielle. En contrepartie, on a profité de ce temps-là pour faire un autre programme d'incubation spécifiquement pour les entreprises agroalimentaires. Donc finalement, on a réinvesti le temps qu'on ne pouvait plus passer sur cette partie de tests et d'industrialisation. On les a réinvestis dans de l'apprentissage, tout simplement, sur du marketing, des choses comme ça. Et c'est ce qui a quand même permis d'avancer et puis de rester motivé, parce que c'est vrai que de toute façon, sur le plan personnel, je pense que comme pour beaucoup de gens, c'était pas un grand cadeau ce confinement, voilà. Et c'est vrai que quand en plus ça met un énorme coup d'arrêt sur les projets, en sachant qu'on cherche toujours à aller vite, parce que c'est ça quand même la règle du jeu dans une startup, c'est d'aller toujours assez vite. Un rythme soutenu en tout cas, c'est très très frustrant. Donc on a essayé de faire au mieux avec cette contrainte où on ne maîtrisait plus effectivement les délais, et en sachant qu'après on a bien vu une grosse aussi désorganisation de toutes les chaînes logistiques sur par exemple le thé. Il y a eu des ruptures de stock assez longues, bien plus longues que ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Des difficultés à se faire livrer sur certaines choses, tout qui arrive vraiment en décalé, et voilà. Du retard. Ouais, beaucoup d'impact. Et en même temps, je pense que la majorité des boîtes qui ont des process industriels ont été lourdement impactées par la pandémie. Oui. Et puis effectivement, sans connaître les délais qu'on allait connaître par la suite. C'est ça, on avançait à l'aveugle en plus. C'est aucune possibilité de se projeter en fait. C'est ça, c'est beaucoup plus facile de tirer le bilan une fois qu'on voit, mais quand on est devant et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est vrai que c'était pas évident.
Je pense aussi sur le plan commercial, ça nous a un peu pénalisé parce que du coup, il y a une saisonnalité dans le thé et elle est en hiver, sans grande surprise, hein, même si on fait des thés glacés pour l'été. Mais c'est vrai que ça a été aussi un point négatif parce qu'on a loupé une belle saison et que du coup, on s'est lancé 1 an plus tard, mais tout ça, ça veut dire de la trésorerie en moins, ça veut dire que l'inexpérience, on la paye plus tard aussi, donc voilà. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut acheter Absoluté du coup ? Alors aujourd'hui, vous pouvez nous acheter nos produits sur le site web, donc absoluté.fr, mais également chez nos distributeurs. Donc sur le site, on va également référencer toutes les boutiques où l'on distribue nos produits, afin que vous puissiez trouver à côté de chez vous, peut-être. Voilà, on nous retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr, si vous cherchez encore plus d'informations sur nos produits. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur la société ? Oula. Rien de confidentiel, la évidemment. Piège. Mais non, il n'y a pas de piège. Quelques chiffres, mince. En termes de vente, potentiellement, de produits disponibles. De produits, très bien, prenons une option facile. Donc, nous avons 10 parfums différents. J'espère que nous en aurons 12 d'ici cet été. Donc actuellement nous sommes 3, nous serons sans doute 4 très prochainement. C'est déjà très bien. C'est déjà, ça te va ? Et c'est quoi les objectifs futurs du coup pour Absoluté ? Alors les objectifs cette année, c'est de multiplier la distribution de nos produits, d'entrer notamment dans les entreprises, puisque on a un thé qui ne s'infuse pas, mais qui est prêt en quelques instants, donc aussi facile qu'un café. Je ne citerai pas la marque. Voilà. On mettra le logo en grand sur le... C'est ça, en fond. Non, mais l'idée, du coup, c'est d'entrer dans les entreprises pour qu'il y ait le coin thé à côté du coin café et un thé très facile, très adapté. Très clé en main. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus adapté au milieu de l'entreprise qu'un thé en sachet qu'on ne saura pas gérer au milieu de la réunion, qui va infuser trop longtemps parce qu'il y a un call qui a commencé. Donc déjà cet axe-là c'est très important pour nous. Continuer tout l'aspect distribution donc par les épiceries fines. On aimerait entrer également en magasin bio, lancer l'offre de vrac également, ça c'est vraiment très, très prochainement. Et puis se tourner un petit peu déjà vers l'international, ça c'est un enjeu. Ok, super. Et écoute, on va pouvoir passer à la partie bilan, avec 2 questions un peu bilan sur ton aventure. Pas de piège, encore une fois. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale ? Je dirais que c'est avant, peu de temps avant Plug & Start, parce qu'à ce moment-là, ça fait donc un certain temps que je travaille toute seule. Ce qui n'avait jamais été mon objectif en fait. Moi, je voyais vraiment cette aventure comme une aventure collective, mais il s'est trouvé que finalement j'étais seule à gérer vraiment tout de A à Z, et j'avais un peu ce sentiment que ça se faisait, que j'arrivais à essoufflement, que ça se faisait à bout de bras et pas de manière... que j'arrivais pas à être assez qualitative parce que j'étais toute seule. Donc ce moment-là où en plus je me l'avouais pas, mais que j'avais vraiment besoin d'un associé et que c'était indispensable pour poursuivre, ça c'était un moment assez difficile, d'autant que c'est pas évident de trouver un ou une associée. C'est une des grosses problématiques, je pense, des entrepreneurs. Hein. Oui, complètement, parce que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est soit on a une idée, soit rien. Soit on ne peut pas être dans l'entrepreneuriat, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà une idée et commencé à le concrétiser, commencé vraiment à sortir le projet, mais qui se trouvent vite dépassés, en fait, parce que y a certaines étapes pour lesquelles c'est quand même bien mieux d'être à 2, à 3 ou voire à 5 que tout seul ou toute seule. On a beaucoup plus de légitimité en étant en équipe aussi devant certains partenaires, comme les banques, les financiers de manière générale. Et donc ça c'est un message que j'aime bien passer, c'est qu'il faut penser, si on aime l'esprit entrepreneurial mais qu'on n'a pas forcément d'idée, à aller voir les entreprises, les petits projets qui débutent et qui ont bien envie d'avoir un associé à bord. Ok, et la deuxième, c'est de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ?
Eh bien, c'est vraiment du savoir-faire qu'on a développé, de cette gamme qui, alors là, je t'ai ramené qu'une boîte, mais qui commence à faire un très bel arc-en-ciel et qui n'est pas fini. Enfin, on regorge encore de plein d'idées. On a réussi à développer un produit de qualité, un procédé qu'on a très envie de valoriser. Et au-delà du thé, en fait, puisque on a des poudres de plantes, des poudres de fleurs, de thé, de fruits également, qui peuvent servir d'ingrédients, en fait, de matières premières pour d'autres produits alimentaires, par exemple pour faire des glaces, pour venir donner du goût à des madeleines, à des gâteaux, à de la crème anglaise. Et Oui, donc le potentiel ne s'arrête pas au thé. voilà, c'est Ce ça. sera absolu. Il faut qu'on trouve le nom. Mais effectivement, l'idée, c'est d'aller proposer nos produits en tant qu'ingrédients pour bien d'autres personnes. Et on est déjà ravis que certains restaurateurs aient fait des desserts magnifiques Génial. avec nos poudres d'infusion ou de thé. Ok, super. Bah, ça promet pour la suite. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. La première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ? Par rapport à ce dont je te parlais, rencontrer mon associé, c'était une rencontre absolument déterminante. Moi, j'ai aussi envie de dire que la rencontre avec notre banquier, ça a été déterminant parce que finalement, on a rencontré un partenaire qui avait regardé notre dossier, qui nous a reçus et bien reçus. Et qui nous a suivis, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore de prêts d'honneur qui servent habituellement à aller convaincre les banques de financer, de cofinancer du coup le projet. À ce moment-là, on n'avait pas encore notre prêt d'honneur et notre banque nous a quand même dit oui et c'était un grand oui. Donc ça, c'est quand même, c'est déterminant parce que sans ça, on n'aurait pas pu s'installer, on n'aurait pas eu de quoi investir dans notre appareil de production. Ouais, les partenaires sont clés et justement déterminants, que ce soit les experts comptables, les banques, Oui. mais aussi les écosystèmes, les événements, comme Plug & Start par exemple. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'essentiel au niveau du facteur de la réussite d'un projet en fait. Oui. Donc ça c'est important aussi de le rappeler. La deuxième question, c'est est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire aujourd'hui ? Je suis très très mauvaise à cette question. J'aime pas avoir de modèle en fait. Ça doit être mon côté impertinente. Non, je pense que ma motivation, elle vient pas d'un modèle extérieur. Elle vient plus de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et le travail et d'avoir aussi accès à de la nature. Et ça, dans le Grand Est, on a beaucoup de chance. Je suis très contente qu'on se soit installé en Haute-Marne parce que après le travail, on se ressource. On a un paysage qui est quand même très très agréable. Et voilà, moi du coup, c'est plus comme ça que je fonctionne que par source d'inspiration. Ouais, bah écoute, c'est très bon comme réponse aussi. Hein. La nature peut être source d'inspiration. Hein, oui, tout autant mais c'est ça. Je pense que c'est plutôt ça pour moi. Ouais. Donc, très intéressant. La dernière, c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ? Le conseil que je donnerais, c'est de s'entourer absolument, de profiter effectivement de toutes les occasions pour rencontrer plus de gens. Donc Plug & Start, c'est un excellent événement pour le faire. Mais il y en a plein de manière générale qui peuvent être plus courts. Juste des petites soirées de networking, c'est hyper important. Et dans la plupart des cas, en plus, c'est toujours aussi convivial parce que le jour, on travaille, mais le soir, c'est encore le travail, mais c'est le travail avec une autre dimension aussi. On sort un peu de la solitude et on va rencontrer d'autres personnes. Donc s'entourer le plus possible et puis bien garder en tête que certes, il faut avancer à un rythme soutenu, mais en même temps, construire une entreprise, ça se joue sur des temps longs. Donc c'est pas non plus un sprint, c'est un marathon. Ouais, exactement. Voilà, il faut tenir longtemps et puis donc trouver son équilibre avec cette notion de durée, cette notion d'effort qui est importante. Donc savoir aussi prendre des temps de repos. Et ça, je pense que c'est très difficile au début.
parce qu'on a envie de tout donner pour son projet. Mais il y a des fois où c'est plus utile aussi de prendre des vraies vacances, des vacances où on ne regarde pas ses mails, parce que il faut se ressourcer. Et comme c'est sur de la longueur, on parle de plusieurs années pour que les projets aboutissent. Et c'est pas payant de travailler de manière trop intense pendant un certain temps et de se retrouver parce qu'on en voit beaucoup en fait, des entrepreneurs qui font des crises de surmenage. Il vaut mieux savoir aussi équilibrer et s'écouter par moment. Encore une fois, s'entourer, on peut pas forcément agrandir l'équipe. Ça peut être une solution. Moi, je cite celle-ci parce que pour moi, c'était vraiment indispensable, tant en termes d'éthique que de tâches à accomplir. Mais donc bien s'écouter en fait. En général, on sait, dans le fond, on sait ce qu'il faut faire, mais il faut savoir s'écouter. Suivre son intuition et prendre soin de soi et de sa santé mentale. Oui. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, forcément, on va avoir de plus en plus de burn-out, de dépression à cause de rythmes trop intenses. C'est vrai que parfois, il faut savoir mettre des pauses. Il faut savoir mettre des pauses parce qu'il y a même personne. Si c'est très difficile, c'est facile à dire, mais. Voilà, il y a personne qui va vous le dire en fait. Donc la régulation, elle doit venir de soi, comme l'effort. Et donc on est plus habitué à être dans l'effort. Il y a des gens qui ont des capacités de travail beaucoup plus importantes que les vôtres. Moi, je sais que je suis une grosse dormeuse, c'est tout, c'est comme ça. Il faut que je respecte mon temps de sommeil. Mais oui, donc la régulation doit venir de soi, donc bien équilibrer les choses pour que ça puisse durer. Ok. Écoute, on passe à la dernière partie du podcast avec 3 petites questions. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de prochains épisodes ? Eh bien, moi, je te conseillerais d'aller rencontrer Sabrina, qui est la fondatrice de Ramen Tedresh, qui est une start-up qui va utiliser les dresh, ce sont les céréales qu'on infuse pour fabriquer la bière, qui en temps normal ensuite n'ont pas vraiment de valorisation. Donc elle va les chercher, elle va les sécher, en faire une farine et les inclure dans la préparation de ses nouilles. Ok. Voilà. Donc, Super elle crée un produit qui est à la fois sain, parce que très nutritif, et aussi qui réemploie du coup ce qui est le sous-produit d'une autre activité alimentaire. Et en plus, elle est très sympathique. Super, merci pour la reco, je note. Et puis la dernière, c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Vaste question, mais je dirais que c'est de manière assez bête, c'est quelqu'un qui croit en son projet et qui le concrétise. Je pense qu'assez vite, c'est quelqu'un qui ne vit plus que par son projet. Je pense qu'on sait qu'on est entrepreneur quand autour de soi, les amis te demandent plus comment tu vas, mais comment va ton projet. C'est un signe que de l'entrepreneuriat. C'est un investissement, un grand investissement dans son projet, avec la croyance que ça va marcher. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Camille pour cet échange. Merci à toi. Et puis merci à Plug & Start pour la collaboration aussi sur cette série. On rappelle que les candidatures sont jusqu'au 20 mai. Donc il est encore temps de s'inscrire pour la prochaine édition de Plug & Start. Et puis de créer et propulser une aussi belle boîte que Capsoluté. Oui, puis avec un peu de chance, les inscrits gagneront peut-être le concours de Plug & Start, parce que ça aussi, c'est un beau coup de lumière sur leur projet. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Camille, et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur. À bientôt.